Alors oui, vous l'avez peut-être entendu dans la précédente vidéo plus générale et sans spoil sur la saison 2 d'Andor, je considère que la série est de très loin la meilleure histoire de l'univers Star Wars et même l'une des meilleures séries tout court. Donc bon, ça mérite évidemment une analyse un peu plus poussée, que ce soit sur un plan scénaristique ou technique, et je vais donc revenir sur certaines séquences et certains moments de cette saison en évoquant très certainement plusieurs spoilers. Donc si vous n'avez pas vu la série, commencez par la regarder et revenez sur cette analyse après pour en discuter. Pour finir, Andor c'est aussi une série qui se distingue par les superbes décors construits par l'équipe du chef déco Luke Hull, qui avait notamment fait Tchernobyl. Et dans cette seconde saison, c'est vraiment impressionnant le nombre de décors qu'ils ont construits. Il y en a même qu'ils utilisent que pour une scène ou une séquence, comme la salle d'interrogatoire du BSI, le bureau de Mon Mothma, la base impériale de Sienar, ou encore l'hôpital à la fin. Et avec le giga budget qu'ils ont mis sur la saison, ils sont vraiment impressionnants les décors. Le moins bien fait, c'est probablement les paysages agricoles de Minaro, mais bon, on y croit quand même. Et puis, il y a aussi de très bons choix de lieux de tournage, puisque beaucoup de décors sont de véritables intérieurs, comme dans les locaux de McLaren. Ou d'extérieur, comme la Cité des Arts à Valence. Mais je vais me concentrer sur quelques exemples de décors construits pour cette saison pour montrer à quel point les planètes ont de la texture dans Andor, et surtout comment ces décors peuvent participer au récit et avoir autant de poids qu'un personnage en fait. Donc, pour rebondir sur la force de l'arc génocidaire de Gorman, commençons ces petites études de cas par le plus gros décor de la saison avec la capitale de Gorman et sa place centrale commémorative. Dès les premiers plans, on sent qu'il y a un passé dans ces rues. C'est une ville bien antérieure à l'Empire, qui a sa propre culture, son propre style, avec ses petits immeubles, ses colonnes, ses tissus de soie. Et comme dans la première saison avec Ferrix, où il s'agissait de mettre en valeur sa propre culture face au conformisme impérial, ici, l'architecture de la ville représente immédiatement l'opposition de style, de philosophie et donc d'idéologie du peuple en question envers ce pouvoir occupant et conformiste. Et tout ça avant même les premiers dialogues dans ce lieu. Et avec son monument en plein cœur, la place centrale est un lieu de mémoire où justement l'Empire va effacer cette mémoire en créant un tissu de mensonges autour d'une désinformation savamment orchestrée. Oui, le jeu de mots était totalement volontaire vu qu'on est sur une planète de textile, voilà. Mais surtout au milieu de ces designs inspirés de l'Italie du Nord et de Paris, où on a même dans les cafés des vitres très Art Nouveau, et d'ailleurs c'est important puisque l'Art Nouveau est né en réaction contre les dérives de l'industrialisation et la reproduction des anciens styles. Or, qu'est-ce que veut justement faire l'Empire sur cette planète? Littéralement en faire une usine à minerais, quitte à expulser ou exterminer tout le monde. Et face à toute cette architecture raffinée, avec également des immeubles presque haussmanniens, qui encore une fois renvoient à la France et au mouvement résistant français, dans cette culture qui parle une langue aux sonorités très françaises, qu'est-ce que construit l'Empire au milieu de tout ça? Une gigatour 10 fois plus haute que les bâtiments locaux, elle rentre d'ailleurs quasiment jamais dans le cadre de la caméra, et c'est une tour d'une architecture brutaliste qui n'est pas seulement en contradiction complète avec le reste d'un point de vue visuel, mais aussi du coup d'un point de vue idéologique. Le décor nous renseigne ainsi sur une ville de contraste, où s'oppose une architecture de pouvoir et de conquête à une autre d'identité et de mémoire. Et au-delà de tout ce sous-texte visuel, ce décor fait aussi écho à la ville de Jeddah City dans Rogue One, où il y a sensiblement la même idée avant que l'on assiste au massacre pur et simple de cette ville par l'Empire dans le film, et donc on pourrait dire que ce plan large de la capitale de Gorman est un peu prémonitoire, ne serait-ce que par son organisation architecturale. Andor, c'est d'ailleurs une série qui a le bénéfice de vraiment jouer de ces plans larges pour créer des lieux intéressants, vivants et significatifs. Et ces lieux, ils peuvent encore une fois jouer sur des références historiques, comme avec la réunion secrète de représentants de l'Empire dans ce qu'ils appellent The Malthain Divide, que j'ai appelé à plusieurs reprises la conférence de Wannsee précédemment,
puisque bon, c'est une réunion où des bureaucrates impériaux de différents corps logistiques, propagandistes, militaires, ingénieurs, etc., se réunissent pour planifier sobrement l'extermination de tout un peuple. De par son lieu isolé et idyllique, ça fait donc à la fois écho historiquement au lac de Wannsee, mais aussi au chalet d'Adolf Hitler, notamment avec les montagnes en arrière-plan. Et au sein de l'univers Star Wars, ça ressemble aussi beaucoup à la tour personnelle sur sa planète natale du grand Moff Tarkin, qui finira par piquer le commandement de l'étoile de la mort, à savoir le projet qui est justement discuté ici, par son chef actuel, Krennic. Donc on a encore des parallèles visuels dans le choix des décors. Mais ce ne sont pas que des références artistiques ou historiques, les décors nous renseignent aussi sur les personnages qui y vivent et sur leur environnement, notamment avec l'appartement de Dedra et Cyril dans une vie impériale organisée, méthodique et efficace, mais indifférente. C'est d'une architecture métaboliste, qui est un courant offrant une architecture modulaire, extensible et adaptable rapidement, ce qui implique une standardisation du lieu, d'où, un peu, une cellule dans laquelle Cyril se retrouve enfermé. Alors oui, on n'est plus dans des immeubles hyper proches les uns des autres et assez bas sur la planète Coruscant, sans horizon. Là, on est quasi au niveau des nuages, avec une belle vue, sans immeuble qui la bloque, oui, mais le design du lieu nous renseigne sur le fait que, ok, le couple a gravi les échelons de la hiérarchie, littéralement, ils sont plus hauts dans les immeubles, mais ils sont bel et bien toujours des rouages de la machine. Et de manière générale, ce genre d'architecture très géométrique renvoie à la déshumanisation bureaucratique, avec une forte opposition dans les lignes, avec des lignes droites pour l'autorité impériale et plus de courbes pour le design des environnements plus libertaires, on va dire. L'architecture du domaine de Mon Mothma sur sa planète natale, et non pas dans son logement diplomatique sur Coruscant, c'est important. Il se distingue justement immédiatement de toute architecture impériale avec des murs extérieurs en pierre, des murs intérieurs peints de paysages, et des cloisons décorées laissant entrer la lumière. Bref, le pratique se mêle ici à l'artistique et crée une atmosphère d'intimité, de sérénité et d'harmonie dans un mélange des styles entre japonais et scandinave. Enfin, nous avons, par exemple, le bureau de la sécurité impériale avec des murs et des sols impeccables et des décors toujours monochromes, plafond blanc, table noire, mur gris par exemple, emblématique de l'idéal de l'Empire, qui reflète ainsi son désir d'imposer l'ordre et par là un conformisme aseptisé partout. Et donc dans ce contexte décoratif, la scène où Cyril rentre de Gorman pour faire son rapport, elle est d'autant plus intéressante puisqu'il est le seul à porter de la couleur dans ce lieu, alors qu'il aurait très bien pu porter l'un de ses habits noirs et blancs ou gris de son travail, mais non, pour cette scène, il est en habit de voyage, comme s'il visitait un lieu qui lui est finalement étranger, où il n'a pas exactement sa place. Encore une fois, les choix de décors et de costumes reflètent donc les personnages qui les habitent et les portent dans un contexte particulier. Ça fait preuve d'une immense attention aux détails et à l'image d'un scénario extrêmement fin, les décors renferment également plusieurs niveaux de lecture pour enrichir chaque scène. Bon voilà, c'était beaucoup plus long que prévu, désolé, mais j'avais beaucoup de points différents dans mes notes, et puis ça s'entend je suppose quand je parle d'Andor, j'ai tendance à faire long, tellement je trouve ça incroyable tout ce qu'ils sont arrivés à faire. C'est très rare une série qui réussisse en seulement 2 saisons à la fois développer une intrigue hyper riche avec des personnages nuancés, un propos historique et d'actualité particulièrement fort et subtil, à la fois raisonner avec le sous-texte politique des trilogies originales de la saga, et puis aussi être autonome dans son récit, tout en rendant aussi un film sorti précédemment, en l'occurrence Rogue One, encore plus fort et émouvant. Bref, c'est un chef-d'œuvre de série, très clairement la plus grande œuvre Star Wars et l'une des meilleures séries de SF de ces dernières années, puisque la dimension Star Wars n'est au final que le cadre du récit et absolument jamais le sujet lui-même. Alors oui, très clairement, par rapport à tout ce que nous propose Disney dans le même temps, on peut se demander comment une série d'une telle qualité a pu atterrir sur Disney+. C'est un peu un miracle, mais au lieu de critiquer le reste, on peut aussi dire que Disney peut réussir de magnifiques choses dans la licence Star Wars, manque plus qu'à continuer dans cette direction. Oui, je sais, c'est pas tout à fait parti pour, mais bon, comme on dit, un nouvel espoir fait vivre.